Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce forum de l'Open Agri-Food, dans un format un peu inédit, certes, et pourtant vous avez été très très nombreux à répondre à l'appel. Vous êtes plus de 300 à vous être inscrits. Alors d'abord, au nom de l'équipe de l'Open Agri-Food, on voulait vous dire un immense merci parce que votre présence aujourd'hui est précieuse. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est vous tous. Et donc vous êtes 300. Nous, sur le plateau, nous sommes 5. Nous avons Emmanuel Vasnex, président de l'Open Agri-Food, Philippe Noyau, vice-président de l'Open Agri-Food, Frédéric Gilly de l'agence Grand Public, et puis Céline Desrosiers et moi-même, Laurence Turnbull, qui auront le plaisir d'animer cette session. Alors, pour démarrer, on a vraiment le plaisir de vous accueillir avec quelques mots de notre ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien de Normandie, qui va vraiment, il a tenu à vous adresser ces quelques messages. Donc, on va lancer la vidéo de notre ministre. Mesdames, Messieurs, le contexte sanitaire nous contraint à échanger à distance, mais cela n'enlève rien au fait que je tenais à vous adresser ces quelques mots ce matin. Depuis maintenant 7 ans, Open Agri-Food travaille à penser l'alimentation de demain et à rapprocher les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires, des producteurs jusqu'aux consommateurs et jusqu'aux citoyens. La crise inédite que nous traversons ne cesse de nous rappeler l'importance, chaque jour encore plus forte, de rapprocher les consommateurs des producteurs. Non seulement en leur rappelant le rôle que chacun joue dans la chaîne alimentaire, mais aussi en remettant, par exemple, les circuits courts au cœur de notre modèle de distribution. Alors cette crise, elle nous rappelle également sans cesse la nécessité de renforcer notre souveraineté alimentaire. La question de cette souveraineté alimentaire est essentielle, elle est de taille. Elle implique d'autres questions. Quelle alimentation voulons-nous pour nos enfants demain ? En France, en Europe, comment se donner les moyens de répondre aux attentes de la société, des conso-acteurs, comme on dit, tout en relevant les défis environnementaux, climatiques, sanitaires et économiques auxquels nous faisons face. Alors, au cours de ces 2 journées, vous allez échanger, partager vos opinions, confronter vos visions autour de grandes thématiques comme la transition agroécologique ou encore la souveraineté alimentaire que j'évoquais. Mais vous allez aussi définir des solutions pour encourager le développement des circuits courts. Alors, je tiens à vous dire aujourd'hui que j'attache la plus grande importance à vos travaux et que je m'y engage, attentif aux propositions qui émergeront de vos discussions. Car ces moments de partage, ils sont essentiels. Ils sont essentiels au débat démocratique, mais ils sont aussi essentiels pour avancer ensemble et construire notre alimentation de demain. Alors, pour commencer, je voulais partager avec vous quelques réflexions et sujets d'actualité qui, je l'espère, pourront contribuer à alimenter les discussions de ces 2 journées. Nous le voyons encore chaque jour avec la crise que nous traversons. Les filières, elles font preuve d'une remarquable résilience, en particulier grâce au travail et à l'engagement, la solidarité également de ces femmes et ces hommes qui œuvrent tous les jours à son bon fonctionnement. Mais nous avons également pu constater ces dépendances qui nous fragilisent. Notre dépendance aux marchés mondiaux, notre dépendance aux intrants, notre dépendance face à la ressource en eau qui se fait de plus en plus rare, notre dépendance vis-à-vis de toute une génération d'agriculteurs qui va partir à la retraite et qu'il va nous falloir remplacer. C'est à ces dépendances que je veux m'attaquer en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation pour regagner notre souveraineté alimentaire que j'évoquais. Cette souveraineté, elle passe aussi par l'Europe. Comme vous le savez, l'actualité récente a été marquée par la négociation de la future politique agricole commune. Il y a quelques jours, j'ai participé au Conseil des ministres de l'Agriculture à Luxembourg et nous avons porté avec succès une grande ambition pour cette politique agricole commune. À la fin, il faut qu'elle soit plus verte et en même temps plus juste. Nous avons dû batailler, je ne vous le cache pas, nous avons négocié pendant plusieurs mois et notamment sur la dernière ligne droite pendant 2 jours et 2 nuits en entier. Mais nous y sommes arrivés et nous avons trouvé un compromis, je crois, satisfaisant parce que tous, nous mesurons l'importance de cette politique. Pourquoi cette nouvelle PAC est-elle satisfaisante ? D'une part, parce qu'elle est plus verte et en même temps plus juste. Parce que, et c'est inédit, les normes environnementales dont nous sommes tombés d'accord, elles seront imposées à
tous les États membres. Et c'était ça une ligne rouge très forte de la négociation pour moi, car dans un marché commun, les mêmes règles doivent s'imposer à tous. C'est l'esprit de convergence européenne. Nous y sommes arrivés et c'est une avancée dont nous pouvons collectivement nous réjouir. Maintenant, les discussions vont se poursuivre avec le Parlement et la Commission au sein de ce qu'on appelle le trilogue. Et je suis convaincu que nous parviendrons à un accord final. J'y serai très attentif. Si la France, avec d'autres États membres, a pu faire avancer ces sujets centraux dans ces discussions, tels que la réduction de notre dépendance aux importations de protéines végétales, qui là aussi est une ligne rouge pour moi, notre capacité à réagir dans des situations de crise très importantes, si nous avons pu défendre le maintien du budget de la PAC et contribuer ainsi à défendre la souveraineté alimentaire européenne, c'est que dans la foulée des États généraux de l'alimentation, nous disposions d'une volonté très partagée, y compris au sein de toutes les filières et des citoyens. Notre alimentation, elle doit être de qualité, durable, accessible à tous. Notre alimentation, elle doit être produite au plus près des lieux de consommation. Et la répartition de la valeur ajoutée dans la chaîne alimentaire, elle doit être plus juste et plus équitable. Notre alimentation et nos modes de production, enfin, doivent participer à un aménagement équilibré de nos territoires. Au niveau national, le plan de relance est quant à lui un formidable booster pour aller plus vite et plus loin dans l'accession à cette souveraineté alimentaire retrouvée. 1,2 milliard d'euros sont consacrés à l'agriculture et à l'alimentation pour reconquérir cette souveraineté, accélérer la transition agroécologique au service d'une alimentation saine, durable et locale pour les Français, mais aussi pour accompagner l'agriculture et la forêt dans l'adaptation aux effets du changement climatique. Le plan de relance, il vise au final à construire une France plus forte. Et j'en suis persuadé, il n'y a pas de pays fort sans une agriculture forte au service de notre souveraineté alimentaire. Cette souveraineté, vous l'aurez compris, elle est au cœur de mon action en tant que ministre, car c'est la vision que je porte depuis fort longtemps pour notre agriculture et notre alimentation. Tout le reste en découle, de la politique agricole commune aux projets alimentaires territoriaux que nous développons partout sur nos territoires, jusqu'en passant par le plan de relance. Tout est lié. Un exemple, en région Centre-Val de Loire, vous avez identifié de nombreux territoires engagés dans cette approche des plans d'alimentation territoriaux. Et deux d'entre eux, le Pays des Châteaux et le département du Loiret, sont désormais labellisés par le ministère. Ce sont ces projets concrets au service d'une alimentation à base de produits frais locaux, accessibles au plus grand nombre, que je veux défendre et encourager. 80 millions d'euros seront dédiés à ces plans d'alimentation territoriaux dans le cadre du plan de relance. Je compte sur vous pour partager très largement vos discussions et vos propositions. Pour conclure, encore une fois, je vous en assure, je serai extrêmement attentif à l'ensemble de votre action, à l'ensemble de vos recommandations, à l'ensemble de vos propositions. Alors, bon débat et à très bientôt. Alors, Emmanuel Vasnex, vous êtes à l'initiative de cette matinée et moi, j'ai envie de vous demander ce qui vous a animé dans la préparation de cet événement et finalement, quelles sont les convictions que vous avez envie de partager avec nous ce matin? Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des participants, remercier l'ensemble de l'équipe d'Open Agri-Food pour son action. C'est vrai que ça a été, dans cette période un petit peu compliquée et difficile aujourd'hui d'inscrire ce mouvement. On a estimé qu'il fallait le faire parce que très clairement, nous sommes dans une période de transition forte avec beaucoup d'attentes, beaucoup d'anxiété générale. Et il était important, effectivement, de marquer que le monde continuait à tourner malgré effectivement cette crise que nous vivons. Remercier également nos partenaires parce que je pense qu'ils ont su être fidèles. Prenons bien la dimension aujourd'hui de ce que nous avons créé et j'ai toujours œuvré avec Xavier, Eric, maintenant Philippe pour effectivement que l'on inscrive l'Open Agri-Food comme étant cet événement de l'alimentation et le thème de l'alimentation, c'est nous tous. C'est effectivement de marquer que et on l'a très bien vu au premier confinement, que ce n'est pas simplement les agriculteurs, les industriels, les distributeurs, c'est ce qui va de l'amont agricole jusqu'effectivement à la distribution, les caissières, les caristes, l'ensemble effectivement des gens au service du consommateur pour une alimentation de qualité, saine, sûre et durable.
Alors, de cette crise et de tout ce qui s'est passé, on en tire finalement 3 convictions majeures que l'on a inscrites. Et le ministre vient de le dire au travers de ce qui a été fait sur la souveraineté alimentaire. Ces mots, on les entend dans beaucoup de bouches. Après, l'application qui en est faite, elle est aujourd'hui un petit peu moins présente. Et on voit que dès l'instant où on déconfine, il y a des grandes lancées qui s'arrêtent immédiatement. Eh bien, c'est vraiment des convictions fortes que, d'une part, il faut, et c'est à nous de nourrir notre population. C'est aux Français de le faire, c'est aux Allemands de le faire, c'est aux Chinois de le faire. Et donc, très clairement, on doit être en ordre et en action pour effectivement assurer une alimentation de qualité à l'ensemble de notre population et pas au plus grand nombre, à l'ensemble de notre population. Donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a des situations extrêmement critiques. La deuxième chose, c'est que nous avons la chance d'être dans un pays qui a la capacité à produire beaucoup plus finalement que ce qu'il consomme. Eh bien, on doit mettre ces ressources que l'on a disponibles au service de pays qui en ont besoin. Si les Chinois ont besoin de lait, on leur livrera du lait. Mais ce n'est pas une stratégie, en fait. Finalement, c'est une opportunité pour ceux qui en ont besoin et pour nous qui en produisons. Mais en tout état de cause, ce sera le sens de ce qu'on donnera dans la transition environnementale, c'est qu'à un moment, ce soit eux qui produisent ça, parce que plus on réduit les transports, plus on crée de l'activité, plus la dynamique elle est forte, effectivement. Et le troisième point, qui est, je pense, clé, c'est qu'il faut impérativement qu'on relocalise notre technologie, notre recherche, notre innovation, nos savoir-faire, pour demain aller vendre effectivement cette expertise qu'on a su développer avec nos services de recherche, avec nos collaborateurs, avec l'ensemble des ingénieurs qui peuvent travailler au service effectivement du développement d'une alimentation saine et durable mondiale par la technologie. Et clairement, beaucoup savent que j'ai une de mes activités qui est la salade. Jamais j'irai vendre de salade aux Américains. Par contre, demain, peut-être qu'on leur vendra des outils, des serres du futur qui leur permettront effectivement de cultiver ces produits sans pesticides, sans insecticides, avec une véritable dimension effectivement environnementale. Et j'insiste sur ce point-là parce que dans un pays où aujourd'hui, nous avons beaucoup défiscalisé les bas salaires, on a oublié de défiscaliser finalement la recherche au travers de ce qui a été fait. Et ça, c'est un élément clé qui, quelques années plus tard, dizaines d'années plus tard, change complètement la donne. Et pourquoi aujourd'hui nos centres de recherche partent de France? Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas opérationnels et pas compétitifs par rapport à d'autres lieux. Et tout ça, au final, c'est pourquoi? Eh bien, c'est pour redévelopper la richesse en France. On a un pays qui est formidable de diversité, d'engagement, de gastronomie, de tout ce que l'on peut avoir aujourd'hui qui est au service de notre alimentation. Eh bien, il faut qu'on reconquérir cela, le développer, le faire savoir et puis créer de la valeur et créer derrière des emplois. Et je pense que nous avons dans l'ensemble de notre métier, l'alimentation, quand on regarde ce qu'elle cumule, c'est le premier employeur de France, c'est le premier créateur de richesse aujourd'hui, mais il faut bien qu'on parle tous ensemble d'une même voix et qu'on soit effectivement acteurs de cette alimentation qui est au service de tout le monde. Ensuite, le point qui est important, c'est que, et qui est paradoxe qu'on vit depuis maintenant longtemps. Je vous rappelle que l'Open Agri-Food, quand on l'a créé, il a été créé au départ pour mettre tout le monde sous le même toit, pour créer ces dialogues. Personne ne voulait dialoguer. On avait des gens qui s'opposaient. Et finalement, tous les gens étaient d'accord pour dire qu'il fallait alimenter en quantité, en qualité, une alimentation saine et sûre et durable. Eh bien, très clairement, la deuxième étape a été effectivement de créer des filières. Donc, on a fait un point sur toutes ces filières, sur ces projets. Les débats citoyens, on en a vécu encore un grand moment hier soir de pragmatisme, de bon sens de la part des citoyens, très éloignés d'ailleurs des grands débats, des moments qu'on peut avoir en pensant qu'il faudrait que, etc. Les gens sont très pragmatiques en fait. Et moi, ça m'a énormément rassuré sur ce qui a été fait. Et puis, le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce que nous demandent les gens, c'est le passage à l'action. Et donc ça, c'est clé. On a une alimentation qui est sûrement la meilleure alimentation du monde, mais c'est aussi la plus critiquée du monde, et particulièrement par les Français qui aujourd'hui jugent cette alimentation de façon extrêmement critique eu égard à l'histoire. Donc la certitude que nous avons, c'est que pour redonner confiance au consommateur, parce que c'est lui finalement qui est l'élément clé. Et on a beaucoup discuté hier soir du pouvoir de ce consommateur, que moi je considère comme étant colossal, le pouvoir d'acheter ou de ne pas acheter un produit. C'est effectivement un pouvoir qui est extrêmement important. Eh bien, c'est une certitude qu'il faut continuer encore plus de façon plus intense à faire tomber les silos, qu'ils soient verticaux ou qu'ils soient horizontaux. Parce que très clairement aujourd'hui, on voit que le dialogue, même si on le prône, on le défend, il n'est pas encore complètement ancré dans l'ensemble des institutions et du développement. Deuxièmement, il faut arrêter tous ces lobbies qui défendent finalement des intérêts très personnels et repasser un intérêt beaucoup plus collectif
encore. Moi, je suis un homme du collectif et du collaboratif. Je considère que la solution demain sera dans les consortiums, sera dans la mutualisation, sera dans l'avis, sera dans l'éducation, etc., mais pas forcément dans la défense d'intrinsèques de telle ou telle entité, qu'elle soit économique ou pas d'ailleurs, au travers de ce qu'on a. Et souvent, avec Frédéric, on a ce débat de dire, mais finalement, tout ce dont on parle, c'est plus un débat technique, technologique, etc. Ça devient un débat politique qui doit être là, pour le coup, inscrit dans la durée. Qu'est-ce que l'on veut finalement de notre société et qu'est-ce qu'on veut de l'alimentation de cette société. Et troisièmement, c'est la coopération. Et là, il faut qu'on ouvre complètement tout l'ensemble, c'est coopérer. On a plein de potentiel, on a des gens qui sont spécialisés dans des domaines. Aujourd'hui, ces gens ne se parlent pas assez, ne coopèrent pas assez. Et il faut qu'on crée effectivement cette coopération dans le collectif et le collaboratif, au service bien sûr de l'intérêt que l'on va avoir à développer notre pays, la richesse qu'on a dans ce pays, etc. et indirectement l'emploi. Et pour finir, je dirais que la partie qui est importante, c'est que vous verrez dans les actions qui vont être menées juste après et les plans qu'on a décidé d'inscrire, cette complexité aujourd'hui qui est résumée par le petit schéma que vous voyez à droite de votre écran, eh bien, c'est effectivement cette complexité de cette alimentation, ces interconnexions et le lien de ces interconnexions, c'est le dialogue. Donc très clairement aujourd'hui, il faut d'une part contrer les défiances parce qu'on en a beaucoup et qui ne sont pas toujours constructives, qui sont des fois extrêmement négatives pour faire passer ses propres idées et non pas l'intérêt collectif au travers de ça. Il faut utiliser le maximum des synergies et je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui veut mal faire, il y a simplement des gens qui veulent essayer de comprendre et on a des véritables problèmes de l'échelle du temps. Aujourd'hui, on veut tout de suite, alors que globalement, on vit au rythme de la nature, on vit au rythme des transformations qui sont des fois extrêmement longues dans nos systèmes. L'idée de la transformation est rapide, la transformation en elle-même va être longue. Et donc, on vient de décennies d'objectifs qui n'étaient différents et il faut arriver finalement à les faire évoluer. Ensuite, faire taire les égos, on en a et on en voit toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut tuer le débat en disant le débat, c'est un débat de société avec un grand S. Et donc, ce débat-là, aujourd'hui, peu importe qui a raison, l'essentiel, c'est qu'on prenne la bonne solution au travers de ce qui est fait. Partager plus les sujets, les projets et se confronter finalement à des évolutions qui vont être lourdes. Par exemple, les évolutions réglementaires, les débats sur l'eau, l'utilisation de certains composés, etc. Aujourd'hui, qui sont sclérosés par des réglementations, et la France est un peu le monsieur plus des réglementations, eh bien, il faut qu'on gagne en agilité, en développement, de façon à ce que les sujets soient sur la table et qu'on puisse les mettre en place et les régler. Et puis, pour finir, eh bien, on le voit, c'est un écosystème très complexe, très imbriqué, qui doit passer par le dialogue, la communication, la pédagogie, l'éducation alimentaire. Il faut s'attaquer vraiment à l'éducation des plus jeunes sur tous nos enjeux. Et c'est à ce prix-là que nous arriverons effectivement à relever et à être fiers de notre alimentation, car encore une fois, l'alimentation, c'est nous tous. Alors merci Emmanuel. On va passer la parole tout de suite à Philippe Noyau pour nous raconter la belle histoire en écho à ces convictions qu'a partagé Emmanuel du plan Agir Food. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan Agir Food, Philippe? L'Open Agri-Food vous propose un plan qui s'appelle le plan Agir Food. Ce plan est issu de nombreux plans. Je pense qu'on va poursuivre la présentation. Donc, de nombreux plans, de 18 plans. Et à partir de ces 18 plans, on a écrit une feuille de route. Et l'objectif, c'est que cette feuille de route arrive à une proposition aux candidats, pour les candidats à l'élection présidentielle. Donc, ça, on a un petit peu de temps. On a toute l'année 21 et on va vous expliquer. C'est le travail qu'on va faire aujourd'hui et dans l'année 2021. Donc, 18 plans. Donc, c'est bien ce que je viens de vous dire. Plus, donc, il y a eu un interview de plus de 100 acteurs économiques de la filière et aussi toutes les enquêtes audiovisuelles, on en a parlé hier soir, et tous les questionnaires aussi qui ont été faits donc, depuis quelques temps. C'est toute la France qui a répondu à ces questionnaires-là. À partir donc de ces 3 axes, on a hiérarchisé des propositions. 75 propositions ont été hiérarchisées. Et donc, on va constituer des groupes dans l'année 2021 avec vous, avec les volontaires, pour donc écrire cette feuille de route qui sera proposée aux partis politiques lors des élections présidentielles. Donc, on vous propose, alors on a plusieurs thèmes, on a 9 thèmes. Donc, on vous propose aujourd'hui de travailler sur les transitions. Donc, d'un côté, les transitions agricoles, la transition agroécologique, entre autres, et de l'autre côté, les transitions alimentaires,
pédagogie, tout ce qui est pédagogie autour de l'alimentation, puisqu'on en a beaucoup parlé hier soir. Il y a un travail énorme à faire autour de la pédagogie et de l'éducation. Et tous les autres thèmes sont sur notre site. Et donc, vous pouvez les communiquer, regarder ce qui s'y passe. Et ça sera aussi des thèmes de débat, parce que c'est des thèmes très importants qui ont été soulevés aussi hier dans les débats. Et donc, 9 thèmes, 75 actions ont été choisies comme sur la base d'Egalim. Et ce qu'on propose, on pense que ça serait important de ne pas laisser Egalim, puisqu'on est au milieu du gué avec Egalim, puisqu'on a un beau plan, sauf qu'il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de résultat significatif. On propose, et que ce soit Open Agri-Food qui le conduise, de conduire des états généraux de l'alimentation chaque année. Voilà nos propositions. À débattre. Eh ben, merci beaucoup, Philippe. Alors, on a eu la vision, le point de vue d'acteurs économiques. On va maintenant laisser la parole aux citoyens. Et pour ça, on va lancer un petit film et on aura dans la foulée un commentaire de Frédéric Gilly. C'est parti pour le film. Bien que nous soyons tous des citadins à 85-90%, la France est un pays dont sa culture et sa mémoire est encore paysanne. On n'a plus l'alimentation de qualité qu'on avait autrefois. Il y a à la fois les difficultés de vie des paysans, les problèmes de pollution, de pesticides. Le débat qui m'interpelle le plus, c'est celui sur le réchauffement climatique. Je trouve ça assez inquiétant quand même, puisque on est complètement en train de modifier la Terre. La mondialisation également a amené une espèce de frénésie et de course effrénée vers plus de qui aujourd'hui nous amène au bout d'un modèle. Pour moi, le sujet le plus important, c'est vraiment comment nourrir une population qui grandit, sachant qu'il y a, même au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ne mangent pas. Nos enfants, nos petits-enfants, pourront-ils manger comme nous? Bonne question. Déjà qu'il y a des inégalités aujourd'hui. Dans le futur, elles sont plus grandes, les inégalités. Il y en a qui vont mieux manger, il y en a qui vont moins bien manger, il y en a qui ne vont pas manger du tout. On nous dit manger bio, c'est bien. Manger moins de viande, c'est bien. Mais est-ce que c'est possible? Le sujet décisif pour moi, ce serait d'avoir une qualité de nourriture à un prix raisonnable pour tous. Se dire que les riches mangent mieux et que les pauvres ont moins le choix, c'est déjà nous mettre dans des classes et se dire toi, tu as le droit à ça et toi, tu n'as pas le droit à ça. Le fait d'être confiné, on s'est rendu compte que l'économie aussi en avait pris un coup, en fait, et que du coup, nos agriculteurs, si on n'utilise pas leurs services, c'est quelque chose qui va disparaître. Le Covid nous a permis de nous rendre compte qu'on était vraiment trop dépendants de l'extérieur, qu'il y avait un tas de choses qu'on pouvait faire nous-mêmes. Beaucoup de choses nous ont manqué, en fait, parce qu'elles venaient de l'extérieur. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on ne produisait pas assez. Ceux qui ont dû rester confinés, qui ne sont pas allés travailler, ils ont eu le temps de réfléchir et de préparer eux-mêmes à manger. Et puis que ce soit le ciel à Paris ou à New Delhi, il était dégagé. Donc, on se rend bien compte que notre inaction à ce moment-là a été impactante. Cette prise de conscience, elle commence, mais il y a beaucoup de lobbies. Moi, j'ai de plus en plus peur de ce qu'on mange, de ce qu'on achète en supermarché. Il n'y a pas si longtemps que je ne le faisais pas, de regarder d'où viennent les fruits et les légumes. Maintenant, je le fais. En même temps, on entend quand même beaucoup parler de gens qui ont des maladies depuis quelques années. Et les gens se disent, c'est dans la bouffe. Il y avait beaucoup de questions qu'on ne se posait pas dans le passé parce qu'on n'avait pas autant de moyens de communication. On est sensibilisé à ce que l'on va manger pour sa santé, on est sensibilisé à comment c'est produit, on est sensibilisé aussi aux animaux. L'enjeu décisif, c'est d'arriver à aller vers une transformation cohérente pour les agriculteurs, pour les gens, pour la planète. Ceux qui ont le pouvoir de changer ça, ça peut être l'État, avec les restrictions, les interdictions. Ce serait une méthode plus radicale en vraiment interdisant les produits remplis de pesticides, de machin. Il faudrait vraiment couper court à ça. Mais le problème, c'est qu'eux, ils voient aussi les revenus qui rentrent. Oui. Donc, pour moi, il y en a peu qui agissent à cause de ça. Le président de la région n'a aucun pouvoir. Le maire local n'a aucun pouvoir. D'accord, c'est pas grave. Le député local. Par contre, je vous rappelle un peu plus tard, parce que là, et le préfet, représentant de l'État, en principe, qui a le pouvoir. Je peux vous rappeler plus tard. Les boîtes, ils ont. C'est un problème de démocratie.
Parce qu'on vote pour des élus, mais ils n'ont pas le pouvoir. J'ai compris, d'accord, oui, pardon, je ne savais pas. Donc je vous rappellerai dans la matinée, tout à l'heure, en fin de Elles matinée. savent quel est le contexte l'heure. économique local, quel est le contexte agricole local, quel est le contexte social aussi. La population a le pouvoir de prendre sa vie en main, aidée par les médias, par les politiques et les industriels. C'est compliqué parce qu'eux, ils regardent que leur côté financier. Il faut aussi que les industriels entendent aussi ce qui se dit, ce que demandent les consommateurs au niveau qualité. Et je pense que c'est important aussi qu'ils soient présents dans le débat. Industriels, petits producteurs, éleveurs, il faut que tout le monde soit autour de la même table. Il y a le gouvernement, il y a l'Europe, il y a les agriculteurs, tout ça. Chacun a des intérêts différents, chacun défend des choses différentes. Et ce qu'il faudrait, c'est justement se mettre d'accord sur c'est quoi les priorités. Essayer de réfléchir en fait objectivement, en fait, sans penser à ses intérêts. Et ça, je pense que c'est très compliqué. C'est un travail à faire tous ensemble, à échelons forcément différents, mais je ne peux pas faire la même chose que certains ministres. Je n'ai pas ce pouvoir-là, je n'ai pas le même impact. Mais moi, j'essaye de le faire. Ce qui serait cool, c'est que là-haut aussi, tout le monde essaye de le faire en fait. Bonjour à tous. Je trouve que pour ceux qui ont participé ou ont assisté au débat d'hier soir, on retrouve bien dans le film une grosse partie des échos de ce qui s'est dit hier soir. C'est-à-dire que d'abord, un gros sentiment d'urgence, pas forcément d'urgence à agir tout de suite pour que les résultats arrivent tout de suite, mais urgence à se saisir tout de suite du problème. Parce que ce qui ressort, Emmanuel parlait tout à l'heure de pragmatisme, ce qui ressort de toutes les discussions qu'il y a eu hier soir et qu'on entend à nouveau ce matin, c'est que les citoyens sont conscients qu'il y a besoin de cohérence et de temps pour engager les transformations. Ils sont prêts à être patients. Ce qu'ils demandent en revanche, c'est là où ils sont très impatients, c'est qu'on engage les transformations. Et quand on regarde l'ensemble des sujets sur lesquels ils sont saisis, ils sont préoccupés, ils se disent très préoccupés sur les questions d'environnement, ils se disent très préoccupés sur les questions de santé, ils se disent particulièrement préoccupés, et c'était très très net hier soir, sur les questions d'inégalité. Le jeune homme qui dit dans la vidéo qu'on vient de voir, toi tu as le droit à ça, toi tu n'as pas le droit à ça, c'est quelque chose que les participants, les citoyens ont très profondément ancré dans leur tête et ils considèrent que ça n'est pas possible que ça continue comme ça. Et ça voit à la fois sur les questions de quantité et sur les questions de qualité. Hier soir, on a eu un débat passionnant, moi je trouve, sur est-ce que, en gros, parce qu'on n'a pas d'argent, on est condamné à manger des produits de second rang ou de seconde qualité, simplement parce qu'on ne peut pas se les payer. Et il y a eu toute une partie des réponses qui disaient bah oui, mais il en faut bien pour tout le monde. Et on sentait que les citoyens disaient, mais vous, en fait, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire qu'une partie de la population, elle est condamnée à moins bien manger. Et la filière répondait, oui, mais la question qu'il y a derrière ça, c'est à quelles conditions on engage le fait que toutes les transformations internes et externes avec dans les échanges internationaux, pour qu'on puisse produire en France les produits accessibles pour tous avec toutes les garanties de qualité et faire en sorte que le fait d'avoir des normes très élevées en France ne fasse pas comme conséquence que les produits de moins bonne qualité, ils soient vraiment des produits de très mauvaise qualité parce qu'ils sont produits dans des pays ou dans des conditions qu'on ne maîtrise pas. Alors, et ça renvoie à un sujet qui était très présent, qui n'était pas du tout présent les années précédentes, sauf à la marge, et qui a vraiment monté, c'est la question de la souveraineté alimentaire, avec les questions de comment est-ce qu'on construit notre indépendance. Et quand on regarde les résultats du questionnaire auquel vous avez été plus de 1300 à répondre, c'est un élément qui sort très fortement, la question du lien au local.
sans forcément je dirais d'angélisme sur le fait que le local, ça soit forcément la panacée absolue en termes de qualité ou quoi que ce soit. Mais en revanche, le lien entre l'agriculture, le paysage, les emplois industriels et le fait de maîtriser tout ça dans des conditions qui peuvent être exceptionnelles comme celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les citoyens en ont très profondément conscience. Quand on regarde de manière pratique vos réponses au questionnaire, vous avez été plus de 1300 à répondre, 800 citoyens et 500 participants de la filière, un tiers entre les agriculteurs, les industriels et les distributeurs. Il y a quelque chose d'extraordinaire à noter qui est très, très éloigné de ce qu'on entend en général dans le débat, c'est que la hiérarchie des problèmes et même parfois l'appréciation de l'urgence des problèmes est assez souvent la même entre la filière et les citoyens. On entend souvent dire que les citoyens, ils ne comprennent rien, que la filière, ils sont lobbyisés. En fait, quand on regarde ce que, dans votre intimité, vous répondez quand vous répondez au sondage, en fait, on a une grande proximité. Il y a des écarts, mais il y a une grande proximité. Et ça renvoie au fait que, vous aurez tous les détails évidemment sur le site de l'Open, mais ça renvoie au fait qu'il y a essentiellement un problème de confiance collective à traiter, un problème de confiance les uns envers les autres et un problème de confiance de la filière vis-à-vis des citoyens. Hier soir dans le débat, par exemple, et je m'arrêterai là, mais il y avait un écart assez net entre ce qui se disait sur le plateau, ce qui se disait dans les échanges en direct avec les citoyens, et ce qui se passait sur le fil Facebook, où on sentait un tout petit peu plus de tension, parce que s'exprimait la crainte qu'on ne puisse pas arriver à expliquer le fond de nos préoccupations à chacun. C'est sur ça, je pense, qu'il faut vraiment travailler en urgence. Merci beaucoup Frédéric pour cet éclairage. Et puis, comme tu nous as parlé d'urgence à engager les transformations, eh bien, je vous propose qu'on démarre cet engagement dans les transformations. Je vais vous raconter comment va se dérouler la suite de la matinée. On va se séparer en 2 séances visio et on va travailler en parallèle sur 2 thématiques, la thématique homme et la thématique terre. Et l'inverse est vrai aussi. Et donc, dans chacune de ces séances, il y aura une succession d'apports de contenu. Vous verrez qu'il y a des petites vidéos, des interviews, ça va être assez vivant, et des discussions en salle virtuelle. Donc, vous vous retrouverez par la magie des visios digitales en petits sous-groupes de 5 à 8 personnes pour pouvoir discuter entre vous. Dans chacune des séances, on va vous présenter les actions du plan, ou au moins une sélection de ces actions. On fera un focus sur quelques-unes d'entre elles qui sont peut-être moins connues ou moins immédiates, de façon à ce que vous puissiez vous les approprier, parce que le but final de cette séance, c'est que vous puissiez voter, que vous puissiez vous prononcer sur ce qui vous semble absolument prioritaire pour les travaux de l'Open Agri-Food en 2021. Donc, ce vote que vous ferez en fin de session va être extrêmement important, ça va être très structurant pour tous les travaux de l'année prochaine. Et puis, on se retrouvera après les échanges, après les débats, après le vote, pour une séance de conclusion où on se retrouvera tous ensemble de nouveau. Quelques règles du jeu, des temps de parole très courts à respecter. Il y a beaucoup de sujets, c'est passionnant. Donc, vous voyez, on a mis maximum 2 minutes. Donc, dans les sous-groupes et dans les restitutions, 2-3 phrases pour que chacun puisse s'exprimer. Il y aura un temps de restitution des échanges. Comme tout le monde, évidemment, ne pourra pas restituer, ce qu'on a prévu, c'est qu'il y ait un rédacteur dans chaque sous-groupe. Parfois, ils sont déjà désignés. Parfois, on vous demandera de vérifier, enfin, d'en désigner un en début de session. Et on vous demandera de saisir vraiment les messages clés, les trucs essentiels de vos discussions dans la session de chat. La deuxième chose, c'est qu'en termes de restitution, on aura quelques restitutions orales. Donc, il y aura de la frustration parce qu'évidemment, tout le monde ne pourra pas parler. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on récupère vos contributions via le chat et on vous en fera un retour. Donc, un porte-parole pour quelques sous-groupes. Désignez-les de la même façon quand vous démarrez vos discussions en sous-groupe.
Et puis après, on appellera au volontariat, on tirera au sort. Enfin voilà, il y aura quelques porte-paroles qui prendront la parole. Les micros sont fermés, vous avez pu le remarquer. On demandera aux personnes qui prendront la parole, que ce soit pour des petits témoignages ou pour des restitutions, de remettre leur micro en marche. Et puis, dernière information qui est importante, cette séance est enregistrée parce que vous êtes très nombreux, mais il y a quand même quelques personnes qui avaient très, très envie d'être connectées avec nous aujourd'hui qui n'ont pas pu l'être. Donc, ça permettra de partager nos travaux avec ces partenaires. Dernier commentaire, on a voulu placer cette session sous le signe de l'ouverture. L'ouverture au sens de l'écoute, de l'accueil de tout ce qui va se dire, des témoignages, des discussions que vous aurez. Il y aura forcément des avis divergents. Et c'est ça aussi de contribuer à tous ces travaux sur l'alimentation, c'est d'être dans cette capacité d'ouverture. Alors, c'est parti. On a terminé avec notre introduction commune. On va passer en 2 sessions Zoom distinctes. Vous n'avez rien à faire, je vous rassure. La séance Terre qui va se passer pour nous dans cette salle, animée par Céline. La session Homme qui sera animée par moi-même. Et je vais vous demander d'être patient. Il me faut 1 minute pour rejoindre l'autre salle dans laquelle je vais animer. Donc, attendez-moi, à tout de suite. Et on se retrouve pour la conclusion.